Moi, je suis Carole, je suis une des kinés du centre de Peraridi et je suis avec David qui est enseignant à PA. On va vous présenter notre programme de réhabilitation respiratoire. Déjà, je vais vous faire un résumé. Le centre de Peraridi fait partie d'un grand groupement qui s'appelle la Fondation IL10, qui a plusieurs pôles en fait. Et donc nous, sur ce centre-là, on a plusieurs services. On a de l'orthopédie, de la neurologie, de la pédiatrie. On a donc un CRCM et on a un service qui est dédié aux soins de suite nutritionnels et respiratoires. Donc, ça s'appelle Peraridi, c'est le nom de la presqu'île, ça se situe sur la ville de Roscoff. Donc, notre service de soins de suite nutritionnels et respiratoires, donc, pour la partie respiratoire, on reçoit à la fois des patients qui ont toutes sortes de pathologies respiratoires, donc BPCO, dilatation des bronches, quelle que soit la pathologie. On reçoit aussi des patients transplantés. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les patients qui viennent pour la réhabilitation et qui ont la mucoviscidose. Sachant qu'un patient qui vient avec la muco, il va avoir, s'il est jeune, il va être en pédiatrie. Donc nous, on n'a que des adultes. Il peut venir pour de la réhabilitation spécifiquement pour 3 semaines. Il peut venir aussi pour des cures antibiotiques pour ceux qui sont sur le secteur. Et ils peuvent venir faire quelque chose qui est entre les deux. Donc ils commencent en cure et ils terminent en réhabilitation. Et on a aussi des patients qui sont un peu nos exceptions. Ils viennent en attente de transplantation pulmonaire. Donc eux, ils ont des séjours qui peuvent être beaucoup plus longs. Et ils font un petit peu de réhabilitation dans la mesure du possible. Donc là, c'est notre bilan d'entrée. Donc quand le patient arrive, qu'il soit de notre CRCM ou non, on fait systématiquement ces bilans-là. Donc le médecin est le premier à voir le patient. Il va réaliser l'anamnèse, il va faire le point sur les traitements, sur le mode de vie également. Et c'est lui qui va faire les prescriptions et qui va demander à chaque intervenant de réaliser ses bilans et ainsi de suite. Donc après avoir vu le médecin, le patient va voir l'infirmier qui va faire le bilan d'autonomie, de la douleur, de l'état psychologique. Ce sont les infirmiers aussi qui font les épreuves fonctionnelles respiratoires et les gazométries, en général au 2e jour après leur arrivée. La diététicienne intervient très tôt, dès le 1er jour, pour faire une évaluation nutritionnelle et elle va prendre en compte les spécificités de chaque patient, en particulier s'il y a du diabète ou s'il y a une dénutrition. Et ensuite, dans le même temps, donc nous les kinés, on intervient, on propose des traitements inhalés, on vérifie qu'ils sont bien pris et qu'ils sont observants. On réalise les tests de marche de 6 minutes ou les tests en navette selon la capacité du patient. On réalise des tests quadriceps et l'évaluation des besoins en O2 qu'on va réaliser en simulant une journée complète, donc à la fois avec une saturation de jour, de nuit et donc à l'effort sur le test de marche. Et c'est nous également qui faisons les examens cytobactériologiques des crachats, en général à J2. Tout ça, y compris les APA, on réalise une synthèse pour chaque patient toutes les semaines où on va essayer de définir les besoins pour chaque séjour en éducation, par exemple. Donc non seulement on fait nos bilans chacun de notre côté, mais en plus on essaie d'avoir une vue globale pour essayer de voir sur quoi à quoi on va s'intéresser en particulier sur ce séjour-là en éducation. Voilà, donc en tant qu'enseignant APA, on voit aussi le patient dans les 2 premiers jours. Donc nous, ce qu'on lui propose, c'est l'éducation thérapeutique. Donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire et qui a été mis en place cette année, donc avec Julie Perrotte, celle que je remplace, et donc Marie Tekarbrat, on travaillé dessus pendant 1 an. Donc en fait, tout simplement, au début, on essaye juste de savoir si le patient a déjà de l'activité physique, s'il pratique, s'il a un passé sportif, et de voir avec lui s'il a des objectifs particuliers sur les 3 semaines qui vont suivre. Donc dans un premier temps, nous, on fait ce petit échange avec lui, et on a une étoile d'auto-évaluation, donc qui se présente comme ceci, avec 12 items. Et donc sur chacun des items, le patient va venir coter un chiffre entre 0 et 10 pour nous donner son ressenti. Donc ça, c'est vraiment la première approche qu'on a avec lui. Et après, au cours du séjour, donc s'il accepte de faire tous les ateliers, on va essayer de programmer les prochains ateliers entre toutes les séances qu'il va avoir avec nous, quoi. Donc j'y reviendrai un petit peu par la suite, mais ça, c'est dans un premier temps, nous, le premier contact qu'on a avec le patient muco. Donc ensuite, au cours du séjour, on va tous réintervenir autour du patient. Donc le médecin va faire sa visite médicale chaque matin. Les infirmiers réalisent les soins. La diététicienne revient au moins 1 fois par semaine vers chaque patient pour réévaluer les besoins, voir s'il y a des spécificités qui sont sorties au cours du séjour.
Et nous, les kinés, on intervient en drainage 2 fois par jour. On fait du rentraînement à l'effort et des activités physiques ludiques. Je vais vous montrer tout de suite les photos. Donc, en entraînement à l'effort, on fait du vélo ou du tapis. Donc, avec des programmes différents, on peut parfois faire du continu, d'autres fois du fractionné. Enfin, voilà, on adapte. On réalise aussi les séances de gym. Bon, là, il y avait une photo. Où on fait surtout des mobilisations thoraciques. C'est un peu notre cheval de bataille. On réalise aussi des étirements. Et en fait, on est 4 kinés à intervenir en gym avec nos patients. Et chacun, on a un petit peu nos gyms favorites. Donc, il y en a une qui aime bien la gym holistique, l'autre du pilate, l'autre du yoga, le quatrième qui fait plutôt du stretching. Et j'essaye, donc ils ont 4 gyms possibles par semaine, dont une que je réserve pour faire de la relaxation ou de la sophrologie. Donc ça, c'est très varié. Ils ont 4 fois de la gym, mais vraiment très différentes. Et en général, chacun y trouve son compte. Et puis au niveau des activités ludiques, en fait, on fait du badminton, on fait du tennis de table, on fait du frisbee à l'extérieur, on peut faire du basket. En fait, on a 2 séances de 1h20 par semaine où on fait ce qu'on veut. Et l'idée de ces séances, c'est aussi de fédérer le groupe, parce qu'en fait, on a des groupes d'au moins 7-8 patients toutes les semaines. Donc, en fait, c'est aussi l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Et en fait, les patients, ils en ont beaucoup besoin. Voilà, donc nous aussi, on va faire des séances d'activité physique pendant le séjour, et puis on reprendra aussi l'éducation thérapeutique. Donc, juste pour reposer les objectifs un petit peu en réhabilitation respiratoire, on va travailler sur l'amélioration du système cardio-respiratoire, sur du renforcement musculaire. On va axer aussi les séances sur le travail de posture et la mobilité articulaire. La notion de plaisir sera hyper importante aussi durant le séjour, sur toutes les activités, parce que le principal, c'est qu'on puisse avec lui élaborer son projet de sortie, donc qu'il puisse savoir en sortant d'ici, ben voilà, il y a telle activité qui me plaît, j'ai réalisé avec vous, c'est hyper sympa, je sens que c'est mieux pour moi, donc je vais essayer de la continuer derrière. Donc le but, c'est vraiment aussi, pendant ces 3 semaines, de créer ces petites, voilà, ce petit truc qui fait que derrière, ils auront l'envie en tout cas de pratiquer et pas faire une séance juste pour faire une séance, quoi. Donc là, c'est le gymnase qu'on a. Donc on a de la chance d'avoir de la place pour pouvoir pratiquer pas mal d'activités. Donc après, juste pour reposer, c'est des séances de 40 minutes à chaque fois, et c'est des séances qui sont transversales. Parce qu'on va avoir des patients neuro, des patients amputés notamment, comme on a pu le voir avec Justine, en parlera peut-être ce matin. Et voilà, il y a plein de services différents, donc on n'a pas forcément un créneau spécifique muco tout le temps. Donc ça va prendre en compte aussi dans les séances qu'on va réaliser. Et donc on utilise aussi les tests qui ont été faits à l'entrée, tests de marche de 6 minutes notamment, les valeurs de fréquence cardiaque, de saturation qui ont été observées. Et puis on va utiliser l'échange qu'on a eu avec le patient aussi au tout début pour pouvoir paramétrer les premières séances par la suite. Donc on réalise de la marche nordique autour du site, d'accord ? Donc nous, on essaye au maximum de privilégier l'utilisation des bâtons pour le redressement du tronc, pour l'ouverture de la cage thoracique. On a différents parcours, donc étant donné qu'on a des patients de pathologies différentes, on essaye d'adapter au mieux. Donc on est 2 encadrants pour ça, on peut avoir jusqu'à 10 patients. Et donc on essaye, en fonction des gens qu'on va avoir avec nous, en fonction de l'état du jour, de l'état de fatigue, d'augmenter ou de raccourcir le parcours en fonction. Après, on peut aller sur le sable, on a un peu dénivelé, on peut être sur du bitume. Voilà, on essaye de voir au jour le jour ce qu'on peut réaliser avec eux. Si jamais c'est trop compliqué pour eux, que ce soit avec les bâtons ou au niveau du rythme, on aura des créneaux de marche lente aussi qu'on pourra leur proposer, où on aura 1 ou 2 patients et on pourra travailler de manière encore un peu plus spécifique. On a évidemment les ergomètres, donc nous, principalement rameurs, tapis de marche, mais on peut aussi avoir le vélo-bras et le vélo elliptique si on a une personne qui est en bon état et qui a l'habitude. Donc là-dessus, comme toute séance de réentraînement à l'effort, on va avoir du continu ou du fractionné. Donc généralement, on commence sur des séances en continu. On reste, nous, à entre 50 et 70% de leur FC max théorique. Et puis on va en fait voir entre la théorie et ce qu'ils ont fait pendant le test de marche, essayer de voir avec leur essoufflement sur quelle base on va pouvoir se mettre sur le reste du séjour. En renforcement musculaire, donc là, il y a plusieurs choses. Déjà, on insiste sur la qualité du geste, qui est importante, sur le travail de posture. Et dans le but en musculation, ça va être de renforcer les muscles posturaux, donc les membres inférieurs, le dos, et d'essayer de casser cette syphose dorsale qu'ils vont avoir et l'enroulement des épaules. Donc on va essayer de casser tout ça.
Et après, si la personne n'a pas l'habitude de faire du renforcement musculaire, on va plutôt axer le début de la prise en charge sur l'œil de l'enseignant APA qui va dire, bon bah voilà, par exemple sur la presse, on va plutôt mettre une intensité faible pour le moment, on va progresser durant la première séance, et après on va pouvoir avoir un programme un peu plus spécifique. Si la personne se connaît bien, que nous on le connaît bien, on peut aussi proposer d'extrapoler sa 1RM, donc sa répétition maximale, et d'avoir un programme par rapport à ça. Donc on le fait un peu moins souvent, parce que c'est chronophage et on a plusieurs types de patients aussi à chaque fois, mais on a la possibilité de le faire. Et le circuit training, donc ma collègue le fait régulièrement, j'attends l'atelier de cet après-midi aussi pour le mettre en place très vite. Et voilà, donc on a aussi des haltères, des exercices au sol. L'intérêt c'est aussi qu'ils puissent faire des exercices qu'ils vont pouvoir reproduire à la maison. Hein, c'est pas toujours facile d'avoir une presse dans son salon, quoi. Voilà, après on a des activités ludiques, donc le tir à l'arc. Donc là, il y a une notion de plaisir qui est hyper important. Et puis derrière ça, on va aussi avoir, là, sur ce type d'activité, la mobilité scapulo-humérale, le travail d'ouverture thoracique, de renforcement du haut du corps, d'accord, et la gestion de son souffle. Donc après, sur ce type d'activité, ce qu'il faut juste faire attention, c'est évidemment s'il y a un pigline ou une chambre implantable. Ça, c'est des choses qui sont sur toutes les activités, mais d'autant plus sur le tir à l'arc. Et on a des séances en duo aussi avec les kinés, étant donné qu'ils font pas mal d'activités, nous aussi. On essaye d'avoir, comme disait Carole, des séances où on arrive tous à se retrouver et puis favoriser cet esprit un peu d'équipe. Donc sur l'escalade en lui-même, on va avoir ce petit dépassement de soi. Généralement, il y a un peu d'appréhension à grimper sur le mur d'escalade. Donc le but, c'est de petit à petit essayer de se dépasser en se disant aujourd'hui, j'essaye d'aller un petit peu plus haut, d'être un peu plus à l'aise. Et c'est une activité qui fonctionne bien. Et on va avoir autrement le cas de s'y prête, donc des séances de kayak entre avril et octobre. Donc là, ça va vraiment dépendre de la météo et de l'état du patient. Et puis, voilà, il faut l'autorisation médicale. Et on a aussi des vélos électriques depuis cette année. Donc on est en train de mettre des séances de VTT vélo électrique. Donc c'est un franc succès pour le moment, donc c'est intéressant. Et voilà. Donc, en dehors de toutes les informations qu'on va donner pendant les séances d'activité, d'accord, on va continuer l'éducation thérapeutique, donc on va avoir 3 séances de programmées sur les 3 semaines, où là le but c'est qu'on apprenne aux patients à gérer une séance d'activité physique et surtout de reconnaître les activités physiques et les comportements à risque. Donc c'est vraiment 3 ateliers où on essaye de rester pareil sur 40 minutes, ça déborde des fois un peu, mais rester sur ces 3 ateliers pour lui filer le maximum d'infos et que lui puisse aussi avoir le temps de nous poser des questions. Et on terminera évidemment par l'étoile d'auto-évaluation, donc là, il recode sur les 12 items son ressenti, donc c'est vraiment un ressenti d'auto-efficacité, puis on va pouvoir échanger avec lui pour dire, sur l'item force musculaire, pourquoi tu as l'impression que tu es mieux en fin de séjour, au niveau du moral, pourquoi c'est mieux, ou à l'inverse, pourquoi tu as un moral qui est plus bas à la fin du séjour. Donc c'est vraiment pour échanger avec lui sur ce qu'il a fait avec nous, et pouvoir, donc soit nous améliorer notre prise en charge, soit la prochaine fois qu'on reverra le patient, pouvoir être encore un peu plus dans le vif du sujet et répondre au mieux à ses demandes, quoi. Et évidemment, on va essayer d'élaborer son projet d'activité physique à la sortie, qu'il ne soit pas démuni, qu'il se dise, je termine ce vendredi, lundi prochain, je sais que je peux aller commencer mon activité à tel endroit, ou au moins commencer chez moi telle activité, quoi. Donc on ne peut pas parler d'activité physique et de muco sans parler des 2 assos, Vaincre la muco et Étoile des neiges. Donc Vaincre la mucoviscidose nous a permis d'avoir un 40% qui nous sert à faire les séances d'éducation thérapeutique, nous sert à programmer, faire un programme individualisé pour le patient à la sortie, et pourquoi pas lui proposer d'autres activités, comme par exemple la reprise de course à pied, ou alors retravailler avec lui sur une activité un peu plus spécifique comme le VTT ou autre activité. Et donc Étoile des neiges, comme Marianne a pu en parler juste avant, permet de financer partiellement ou totalement des adhésions à des clubs. Donc ça enlève un frein à la poursuite de l'activité physique, parce qu'il y a beaucoup de freins qui sont mis des fois par le patient, ou qui sont aussi réellement présents, et donc là ça permet aussi d'enlever un frein. Donc voilà, ça c'est hyper important pour eux aussi de se dire qu'ils sont accompagnés sur la suite, quoi. Et on va terminer sur le planning qu'avait Justine. Donc Justine, vous allez la rencontrer tout à l'heure, c'est une de nos patientes qui est venue cet été. Et donc elle a fait le séjour de 3 semaines de réhabilitation. Et là, c'est le planning qu'elle a eu sa première semaine. Donc elle est arrivée mardi matin. Et en fait, là, c'est
le planning type de ce qui est prévu. Donc, elle a un petit peu de tout. Elle a donc la gym, la muscu, la marche, le vélo, le sport avec les kinés, le tir à l'arc. Et en fait, le planning, quand ils le reçoivent, au début, on se dit ça va, c'est un petit peu vide. Et en fait, on a tous les bilans qui vont se rajouter. Donc là, il y a juste le FR qui est marqué, mais elle a eu aussi la gazométrie, elle a eu tous les bilans que moi j'ai pu faire de tests de marche, de tests quadri, les bilans avec les enseignants APA. Donc en fait, à partir de ce planning-là, on remplit. Et en fait, sur la première semaine, c'est souvent assez chargé. Et les 2 derniers jours aussi, c'est assez chargé. Et entre tout ça, on arrive à mettre pas mal d'activités physiques en plus. Et normalement, on essaie que tous les patients aient au moins 3 activités dans la journée, que ce soit avec les kinés ou avec les APA. L'objectif, c'est qu'ils en aient au moins 3, voire plus. Et que ces activités soient aussi adaptées en fonction de leurs envies. Donc quelqu'un qui dit que le tir à l'arc, c'est pas du tout son truc, on va lui enlever le tir à l'arc et puis on va lui proposer autre chose à la place. Pas forcément à la même heure, mais on va lui proposer autre chose. Donc parce qu'il y a certaines activités quand même qui sont sur les mêmes moments, donc on sépare les groupes, on fait un groupe qui va en gym, l'autre qui va en tir à l'arc, etc. Et donc on peut échanger et on peut adapter au goût aussi du patient. Donc au cours du séjour, on ne le force pas systématiquement à lui faire que des activités qu'il n'aime pas. Et on termine par le tableau qui est juste en fait derrière les vélos. Dans le gymnase, on a un tableau blanc sur lequel les patients peuvent écrire une phrase de motivation pour ceux qui viennent après eux. Donc en général, on leur demande à la fin du séjour d'écrire une petite phrase. Et en fait, ceux qui arrivent la semaine suivante, ils découvrent et en général, ça crée déjà une motivation et un petit quelque chose. En plus, ça motive encore plus quand c'est les patients qui le disent et quand c'est plus nous qui transmettons ce message-là. Vous voyez à peu près ce qui est écrit ? Et donc il y a aussi un petit porte-clés qu'on leur donne. Donc sur la dernière séance d'éducation thérapeutique, où on leur a proposé quelques phrases. Souvent ils en amènent une, donc c'est sympa. Et on leur fait leur petit porte-clés avec cette phrase-là pour qu'il est avec eux et que voilà, même quand nous on n'est pas là, si jamais ils veulent avoir un petit souvenir, de se dire ouais, on a fait quand même pas mal de choses à Péra, on se sentait un peu mieux, donc ça va nous booster un petit peu et puis on essaye de progresser. Donc ça a été mis en place, c'est un outil qui est utilisé cette année, à voir si ça fonctionne ou pas, on est ouvert à plein de propositions aussi, mais voilà, ça parle pour ceux qui sont là en tout cas en ce moment, on espère que ça parlera aussi pour les autres qui viendront. Merci. Merci beaucoup. Alors là, on voulait vous faire découvrir un peu plus de l'intérieur et en détail ce qui peut être fait sur un séjour comme à Roscoff. Pour amener un petit éclairage tout de suite avant les questions, on va donner la parole à Amandine, que je cherche. Où est-ce qu'elle est ? Là, ça y est, je t'ai retrouvée, qui donc travaille à Gien depuis peu, aux côtés de Sophie Lemaire, qui vous salue tous et qui est désolée de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui, pour que peut-être tu puisses, dans les grandes lignes, nous amener un petit peu des éclairages sur ce qui serait un petit peu différent, ou voilà, ce que vous pouvez faire vous dans votre approche de ces jours de réhab. Alors, bonjour à tous. Alors, en fait, nous, les patients, donc, ils viennent pour une réhab de 3 semaines, comme vous. Et donc nous, on peut accueillir aussi bien des BPCO, des mucos, et ils vont directement avec une équipe de kiné. Donc c'est l'équipe de kiné à la base qui gère la réhab. Et après, quand ils ont des patients mucos qui ont un niveau sportif plutôt élevé, ils passent avec nous, donc on est 2 APA, donc moi-même et Sophie. Et donc là, nous, on les a sur toutes les matinées de la semaine, de 9h à midi, on les prend sur 3 activités. Donc ça peut être de la marche, ça peut être de l'ergocycle, souvent en intermittent. Et après, activités ludiques, donc badminton, tennis de table, paddle, parce qu'on a la mer aussi. Aquagym. Voilà. Et depuis peu, j'essaye de faire un projet un peu comme vous, d'inscription dans un club, voilà, avec Étoile des Neiges. Et je fais un suivi aussi post-prise en charge. Donc un suivi par mail, voir s'ils arrivent à s'inscrire, s'ils arrivent à continuer la pratique. Et aussi faire un lien avec leur CRCM, donc leur APA de CRCM, pour qu'ils puissent aussi prendre le relais, pour qu'ils puissent
continuer les progrès qu'ils ont pu acquérir pendant ce stage. Voilà. Merci. Alors pour compléter ce que dit Amandine, effectivement, à travers la mission qu'on pilote avec elle, on a essayé de développer un petit protocole de sortie de séjour pour que l'APA du SSR, du séjour de réhab, soit celui qui suit les 3-4 semaines qui suivent, parce qu'on se rend compte que finalement c'est là où parfois ça a été très bénéfique et puis il y a peut-être un petit flottement. Vous dans les CRCM vous les revoyez pas forcément tout de suite non plus, pour qu'ils soient pas dans la nature à la sortie. Donc effectivement elle fait un bilan assez pointu qu'elle va transmettre systématiquement à quelqu'un, l'APA s'il existe, ou un kiné, en tout cas un référent du CRCM d'origine. Elle leur a préparé un programme avec le patient pour qu'il y ait une ligne directrice sur les 3-4 semaines de sortie, et puis elle va assurer un contact téléphonique et avec le patient et avec l'APA ou le kiné du CRCM qui avait adressé. Voilà, donc on a mis en place une petite fiche bilan, quelques outils qu'on vous mettra à dispo, et l'objectif c'est qu'il y ait un maximum de contacts dans les deux sens pour l'entrée aussi en réhab. On a créé une petite fiche, c'est Mélanie qui a créé ça, pour que quand vous vous adressez en réhab, APA, vous ayez déjà aussi, pour enrichir le bilan qui va être fait à l'entrée, des informations à transmettre. Voilà. Donc on essaie de développer ces petits outils pour qu'il y ait encore plus de liens et qu'il n'y ait pas de flottement, surtout à la sortie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour nos amis de Roscoff ? Ils ont trop de la chance. Ils ont trop de la chance. Bonjour. Donc moi c'est Ratiba, je suis la kiné du CRCM de Montpellier. J'ai une petite question par rapport à votre... parce que moi je suis, je suis pour la collaboration entre APA et kiné. Mais là ce qu'il y a, c'est que je vois par rapport à votre activité, il y en a beaucoup qui se recoupent, qui s'intriguent beaucoup, c'est similaire. Du coup ma question c'est, quelle est la complémentarité? Qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre ou pas, et inversement. Parce qu'à Gien, ce que ma collègue a dit, là c'était logique. Mais par rapport à vous, quelle est la raison, quelle est la complémentarité, et pour quelle raison vous organisez comme ça, etc. Voilà. En fait, historiquement, c'était que les kinés au début qui s'occupaient des patients mucos, donc qui avaient le réentraînement à l'effort et la gym. Et au fur et à mesure, nous, l'activité s'est développée au sein du gymnase. Donc on a eu du temps dédié aussi pour cette pathologie-là. Donc on s'est inscrit en fait au fur et à mesure, mais on n'a pas pris ce qui était déjà fait. C'était pas notre but. Donc en fait, on a juste pris des activités un peu similaires, entraînement à l'effort, du renforcement musculaire et des choses ludiques. Donc, on est juste en fait venu grappiller, leur donner un peu de notre temps, entre guillemets, pour répondre aux objectifs thérapeutiques du patient. Donc c'est plus une question de temps en fait. Oui, et la deuxième raison aussi, c'est que en fait, nous en kiné, on part du principe qu'on n'a jamais plus de 4 patients en même temps. Donc par exemple, sur les vélos, on a un maximum de 4 et c'est que des mucos. Alors qu'en muscu, par exemple, ils vont peut-être être que 4 aussi, mais il y aura peut-être un patient qui sera d'un autre service. Donc, ils n'ont pas tout à fait les mêmes contraintes. Et quand on est en doublon kiné et APA, en fait, c'est quand c'est pas forcément qu'on a plus de patients, mais c'est qu'on a besoin d'être au moins 2 et qu'on ne peut pas se libérer 2 APA ou 2 kinés. On peut se libérer qu'un des 2. Et c'est sûr que on n'a pas forcément les mêmes bagages et du coup de formation, et du coup on va être plus attentifs les uns à des choses et les autres à d'autres, et c'est un peu ça la complémentarité, c'est que sur certaines activités nous notre expertise va être favorisée et sur d'autres activités où j'ai pas d'expertise, David il va l'avoir pour la gérer. Donc je pense qu'il y a beaucoup la contrainte de temps, de nombre de personnes et après de formation, quoi. Une dernière question par rapport à l'éducation thérapeutique. Vous avez parlé comme quoi vous faisiez des séances d'éducation thérapeutique. Il y a combien d'intervenants et comment ça s'organise? Est-ce que c'est vraiment éducation thérapeutique avec 3 intervenants dont un médecin, etc. ou est-ce que c'est un pseudo-éducation thérapeutique? Non, en fait là c'est un atelier, c'est l'éducation thérapeutique liée au sport qui s'inscrit dans un programme qui est déjà existant. Ouais. Donc en fait il y a déjà un programme de base qui est validé et donc nous on a rajouté, ça a été ajouté en plus là-dessus. Il y a un médecin dans l'intervention, généralement il faut toujours un médecin. Ouais, c'est le médecin du service Parfait. qui sont aussi, quoi. En fait, il y a le médecin et il y a un professionnel de chaque profession qui est formé à l'éducation thérapeutique. Voilà. D'accord, merci. J'ai une petite question. Vous mettez en place un projet pour la sortie du patient. Est-ce que vous faites un suivi après pour voir où est-ce qu'il en est et comment est-ce que vous suivez le patient? Alors en fait là,
ce qui a été fait, ce que j'essaye de reprendre aussi avec ce que Julie m'a laissé, c'est que les patients qui sont suivis au CRCM de Roscoff, elle a mis en place des appels téléphoniques, des mails pour savoir si justement ils ont réussi à maintenir après. Pour les autres, on essaye d'avoir le temps de formaliser ce qui a été fait pendant le séjour, et s'il y a un appât dans l'autre CRCM, de pouvoir passer les infos. Donc du coup, c'est intéressant des journées comme ça, parce que ça permet de mettre des visages et de se dire « Ok, tu fais partie de tel CRCM, donc c'est lui ton appât. Bon, je vais lui envoyer un mail pour dire voilà, nous on a fait ça avec toi. Sur ton bilan de projet et ce qu'on a vu en ETP, tu as telle connaissance et tu veux partir sur telle chose. » Et du coup, ça permet de faire le suivi. Parce que l'idéal, comme disait Marianne, c'est que ça se poursuive assez vite derrière. Et le problème, c'est que ça se fait plus facilement si vous avez les infos de ce qu'ils ont fait avec nous. Et à l'inverse, si nous, on a les infos de ce qui est fait le reste de l'année avec vous. Pour info, les courriers de sortie des médecins, on essaie de les étayer un maximum en ce moment. Ce n'était pas forcément le cas avant. Et là, de plus en plus, on essaie d'y ajouter justement toutes ces interventions éducatives, éducatives et puis de projets. Donc normalement, au fur et à mesure, vous allez voir que les courriers vont être un peu plus étoffés et un peu plus complets pour l'ensemble des professionnels et pas seulement de médecin à médecin. Bonjour. Cédric, je suis kiné au CRCM pédiatrique à Saint-Pierre à La Réunion. Alors moi, la question, c'était concernant les classes de germes. Parce que hier soir, j'ai posé la question un peu aux collègues qui étaient autour de moi pour savoir comment ils s'organisaient pour les patients qui avaient des germes différents. Et que, du coup, comment vous vous organisez et aussi comment les autres équipes s'organisaient pour faire les sorties thérapeutiques ou autres groupements, comme on en a parlé, comme Marianne en a parlé tout à l'heure. Alors, il y a déjà une chose, c'est tous les patients qui ont des germes classe 4, ils ne sont pas du tout dans le groupe. Donc, ils sont vraiment mis à part. Enfin, c'est pas très beau, mais c'est un peu ça. Ils sont à l'autre bout du service, leur chambre est à l'autre bout, et ils ne font pas de réentraînement dans le gymnase. Ils ne vont jamais dans le gymnase. Donc, ils ont leur vélo dans leur chambre, et théoriquement, ils peuvent faire la réhab dans leur chambre. Bon, il se trouve que dans les faits, quand les patients ont fait ça 1 ou 2 fois, en général, ils sont moins motivés pour venir pour faire ça. Donc on commence, ils viennent par exemple en cure, on commence la réhabilitation et ensuite ils partent avec leur programme à la maison. Ça c'est dans les faits. Théoriquement on peut le faire avec les classes 4. Tous les autres, tous ceux qui sont jusqu'en germe classe 3, en fait on respecte un maximum les mesures d'hygiène que nous donne l'hygiéniste, donc port du masque, les gants, la désinfection hydroalcoolique. Mais après, pour tous ceux qui sont classe 3 et moins, ça reste des activités de groupe avec les mesures de précaution. Ça répond à la question ? Oui, tout à fait, mais je sais que dans d'autres centres, c'est un peu différent. Par exemple, nous, on fait des sorties, mais quand il doit faire une sortie, on fait un ECBC avant, une semaine avant, généralement, pour avoir les résultats. Et s'ils n'ont rien, ils font la sortie. Mais s'ils ont la moindre chose, ils sont mis de côté automatiquement. D'accord. Et nous, c'est la différence. Et c'est vrai qu'avec les classes 4, donc on a beaucoup de ces patients, nous, à La Réunion, et on les prend en réentraînement en salle de kiné. Et ils ont un suivi avec l'APA qui a été recruté récemment. Mais sinon, ils ne font pas de sortie également. Ouais. D'accord. Mais on a aussi beaucoup de mycobactéries. Et eux aussi, on se pose la question s'il faut aussi les mettre un peu plus de côté ou pas. Du coup, je ne sais pas si vous en avez beaucoup des mycobactéries. Oui, on en a aussi, mais c'est vrai qu'on fait toujours un ECBC du coup à l'entrée, donc on sait en fait s'il y a des activités extérieures par exemple, où normalement, théoriquement, on autorise qu'à l'extérieur on puisse enlever le masque et que chacun respecte la distance. Donc s'il y a quelque chose qui n'était pas connu et qui est découvert au décours du séjour, à ce moment-là on prend les mesures nécessaires. Sinon en fait c'est dès l'entrée qu'on définit qu'est-ce qui peut être fait ou pas fait. Mais bon, en général avec juste les désinfections et le masque, ça passe. Mais c'est vraiment que les CEPACIA que vous mettiez, D'accord. Ouais. Je donne peut-être juste un éclairage par rapport au projet de groupe type stage Étoile des Neiges et sur les critères d'inclusion ou d'exclusion d'un projet comme celui-là. Quand on parle des enfants, en tout cas, il est certain que c'est compliqué d'avoir des groupes homogènes dès qu'on a une communauté de vie. Donc c'est un tout petit peu différent là parce qu'effectivement, on voit aussi qu'ils ont un masque dans le gymnase. J'imagine qu'il y a des rotations, vous avez toute une organisation. Sur des journées à l'extérieur, on peut faire beaucoup de choses.
À partir du moment où on est très précautionneux sur le matériel, sur les distances, mais on peut faire des petits groupes, on peut les faire tourner. C'est ce qui est fait à Besançon, par exemple. Après, dès qu'on a une activité à l'intérieur ou une communauté de vie à l'intérieur, tout est beaucoup plus complexe. Et effectivement, mycobactéries, toutes les germes de classe 4, on peut pas aller sur du mélange. Mais l'extérieur permet des choses, mais il faut mettre en place plein de techniques et de stratégies, notamment au niveau de l'utilisation des objets, pour être très très précautionneux. Mais concernant certaines classes de germes dont on parlait là, pour vous, ça pose pas de problème quand vous faites des sorties à la montagne ou autre? Ou bien vous ne prenez automatiquement pas les classes 4? Nous, très, très clairement, parce qu'on a effectivement 20 ans d'expérience maintenant, et c'est très compliqué avec encore plus de germes qui sortent dans les... non-stop, j'ai l'impression. On ne fait que des groupes homogènes non porteurs de PIO. Voilà. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire des groupes d'enfants homogènes, autres que des enfants qui ont du staph sensible ou rien. On a extrêmement de mal à faire ça parce qu'après, soit ils ont du PIO, soit ils ont de la chromobactère, soit ils ont une mycobactérie. Donc on ne regroupe pas si on est dans ce cas de figure. Pour un stage étoile des neiges où on a des nuitées, etc., avec des masques à l'intérieur, des précautions, mais on a quand même plus de proximité. Donc, dans cette proximité-là, on ne mélange pas. Voilà. Si on était à la journée en extérieur, uniquement, on pourrait faire des choses un petit peu différentes. Mais sur un programme de week-end ou autre, voilà. Et quand on est des stages adultes, avec des adultes, je regarde Sandra, greffés, et que parfois... alors, déjà, il y a des critères d'inclusion aussi pour les greffés, qui sont non porteurs de PIO, de quelques germes qu'on n'aime pas. Et si jamais on mélangeait greffé ou non greffé, là encore, on a toujours ces mêmes critères. On va être extrêmement drastique, en fait. Voilà. Surtout pour des enfants qui n'auraient pas encore de PIO, on ne va surtout pas les mélanger avec ceux qui en auraient. Ni PIO, ni autres maltophilia et mycobactéries. Voilà. Du coup, je comprends bien que dans différents cas de figure, il y a différentes possibilités, que ce soit en centre ou en sortie où il y a des nuitées ou en journée. Du coup, est-ce que c'est pas possible de faire avec Étoile des Neiges ou la mycobactérie des protocoles comme quoi, quand on prend des patients en nuitée, c'est comme ça, enfin, on prend des classes de germes ou pas, ou quand on est en centre fermé, c'est comme ça, ou en sortie à l'air libre, c'est encore d'autres précautions à prendre. Je crois qu'on a tous mis en place nos protocoles en fonction des différents projets. Les CRCM qui font des journées de groupe, tu pourras discuter avec eux, il y en a quand même beaucoup. C'est pour ça que je voulais que les autres aussi... Chacun met en place son protocole, mais je pense qu'on est tous d'accord. Là où c'est plus compliqué, c'est par exemple dans les HDJ Sport à Gien, ou le programme que souhaite lancer Cécile à Montpellier, quand on va regrouper plusieurs fois dans l'année. C'est ça qui est plus compliqué, en fait. Là, vous avez un ECBC avant, puis un autre à l'entrée. Bon, il y a un tenté, mais c'est quand on reproduit plusieurs fois que c'est compliqué. Et pour nous, il faut, en tout cas dans les stages, à 10 jours avant l'arrivée en stage, il y a un ECBC de contrôle qui valide ou qui invalide la participation. On ne se base jamais sur un truc il y a 3 mois, quoi. On est toujours dans les 10 jours avant... Et on a forcément, au moins une fois, chaque groupe, au moins 1 ou 2 qui ne viendront pas, qu'on parle des greffés ou des enfants. Voilà. Mais ça, c'est quand il y a une répétition ou une communauté de vie. Il faut avoir cette vigilance. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et qu'on peut les continuer en groupe. Parce que comme vous le disiez, tu le disais très bien, il y a quand même beaucoup d'intérêt dans le partage. Donc il faut arriver à partager avec beaucoup de précautions. Voilà. On va passer